Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Ounoanou, formateur et développeur. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir comment gérer les exceptions en Python. Vous allez voir, ce sera très simple. Bien avant de commencer, il sera intéressant dans un premier temps de définir ce qu'on appelle une exception. Très souvent, lorsqu'on écrit nos programmes, plusieurs problèmes peuvent avoir lieu. Imaginons que je déclare une variable, on va dire A, une variable B, à laquelle j'affecte la valeur 6. Et puis après, je tente de faire A divisé par B. Donc on fait CTRL B et vous voyez, on a un problème qui a eu lieu. En Python, en lieu place de dire qu'on a eu une erreur, on va dire qu'une exception a été levée. Et vous allez voir, les exceptions, généralement, vont se présenter sous cette forme-là. Vous aurez le type de l'exception et puis on aura un message descriptif. Donc là, on nous dit qu'on a une exception de type type error. Et puis le message qui décrit l'exception nous indique tout simplement qu'on ne peut pas diviser un entier par une chaîne de caractères. Donc là, je vais mettre 6 en termes d'entier et puis la division marche. Imaginons que j'avais deux entiers et puis je fais la division. Là, on a une autre exception, mais l'exception est différente. Le type, c'est quoi selon vous? 0 division error et le message division par 0. Donc là, on nous dit que malheureusement, on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc là, ce n'est plus un problème de type. L'exception n'est plus de type type error, mais elle est de type 0 division error. Vous allez voir que généralement, la plupart des exceptions built-in au niveau de Python se terminent par error. Je vais venir là et puis je vais déclarer simplement la variable B. Donc lorsqu'on va tenter de faire A divisé par B, on aura une autre exception qui est levée, cette fois-ci de type name error. On nous dit que la variable A n'a pas été définie. Donc, on peut avoir plein de types d'exceptions. Donc, comme vous pouvez le voir, plusieurs problèmes peuvent avoir lieu. Et là, ça va être encore plus délicat si les valeurs proviennent de l'utilisateur. Imaginons que je définisse une variable file name. Et puis, on va demander à l'utilisateur de nous donner le nom d'un fichier qu'on souhaite ouvrir. Donc, je vais mettre entrée le nom du fichier à ouvrir. Et après, ce que je vais faire, c'est ouvrir le fichier. On va l'ouvrir en mode lecture. Vu que c'est le mode par défaut, je n'ai pas besoin de mettre R. En réalité, si on fait un help sur open, je vais faire CTRL B. On va commenter ceci temporairement. Vous allez voir que le mode par défaut, c'est le mode lecture. Donc, on demande à ouvrir notre fichier en mode lecture. Ceci va donc demander à ce que le fichier soit présent. Donc, le fichier devra être présent pour qu'on puisse le lire. Je vais mettre cela au niveau d'une variable fichier. Et après, on pouvait faire plein d'autres choses. Mais là, essayons de tester cela. Je viens au niveau de ma console. Je vais exécuter mon fichier. On me demande le nom du fichier à ouvrir. Je vais mettre toto.txt. Ce fichier n'existe pas. Et vous voyez, une exception est levée. L'exception est de type file not found error. Et on nous dit que le fichier n'a pas été trouvé. Mais si j'avais un fichier, je vais créer par exemple un fichier au niveau de ma machine que je vais appeler toto.txt. Et je vais mettre hello toto comme contenu. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment est-ce que je crée le fichier. Le plus important, c'est de voir qu'on a un fichier maintenant dans ce dossier-là qui contient le texte hello toto. Je vais pourquoi pas l'ouvrir pour que ce soit beaucoup plus simple. Vous voyez, j'ai maintenant un fichier hello.txt qui contient ce texte. Donc là maintenant, si on exécute ce code et puis je donne comme nom toto.txt, ce fichier existe, donc on n'aura plus de problème. Donc je relance l'exécution, je mets toto.txt. Pas de problème. Mais si je mettais le nom d'un fichier qui n'existait pas, on peut voir qu'on a la même exception que précédemment. Là, bien évidemment, lorsqu'on ouvre un fichier, il ne faudrait pas oublier de le fermer. En Python, on peut même dire que on va ouvrir le fichier qu'on va appeler fichier et puis on peut écrire notre code. Là, je vais tenter simplement de lire le contenu du fichier de cette manière-là. Et Python va fermer le fichier automatiquement. Donc, lorsque vous utilisez le if as, il ouvre le fichier, il le met ici. On fait ce qu'on veut faire et puis après, Python va fermer automatiquement le fichier. Ça vous évite d'avoir à vous rappeler de fermer le fichier. Là, je vais tenter d'exécuter de nouveau. On va mettre toto.txt. Il va donc avoir toto.txt. Il ouvre le fichier, on lit le contenu et puis on a une seule ligne qui est hello toto. Si on avait plusieurs lignes, il allait lire toutes ces lignes-là au niveau d'une liste. Donc, ce n'est pas un cours en rapport avec les fichiers, mais le plus important pour moi, c'était de vous montrer que lorsqu'on écrit nos différents programmes, plusieurs problèmes, plusieurs exceptions peuvent avoir lieu.
Maintenant, ce sera à vous de décider est-ce que vous souhaitez gérer ces exceptions. Parce que le problème, c'est que lorsqu'une exception a lieu, le programme est automatiquement interrompu. Imaginons que j'avais une variable A, une variable B, et puis on va mettre 0. Je vais tenter de diviser A par B, et puis après, j'aurai la suite de mon programme. Donc, je pouvais avoir d'autres prints, des inputs, mais je vais mettre suite pour dire qu'on a la suite de notre programme. Là, il va tenter de diviser 5 par 0. On ne peut pas faire la division par 0, donc une exception aura lieu, et vous allez voir ici, automatiquement, le programme sera interrompu. Et vu que le programme est interrompu, la suite n'a pas pu être exécutée. Donc, ça peut être quelque chose que vous souhaitez, mais si vous ne souhaitez pas que le programme soit interrompu, ce sera à vous de gérer les différentes exceptions qui peuvent avoir lieu. Donc, moi, je vois les exceptions un peu comme dans la vie réelle. Imaginons que vous souhaitez draguer une fille, même si aujourd'hui, ça ne se fait plus réellement avec les applications comme Tinder, Bumble, ainsi de suite. Mais imaginons que vous prenez votre courage à deux mains et puis vous décidez d'aller parler à la femme de vos rêves. Plusieurs exceptions peuvent avoir lieu. Peut-être elle va vous dire « tu n'es pas mon type ». Ou bien elle va vous dire « j'ai déjà un copain ». Ou bien elle peut vous dire « ce n'est pas le moment ». Ou bien « désolé, tu es vraiment laid ». Bref, tout ceci, ce sont des exceptions. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous avez prévu des réponses à chacune de ces exceptions, jamais vous ne serez bloqué, jamais vous ne serez figé, parce que vous saurez quoi dire. Donc, c'est de la même manière que je vois les exceptions. Si on prépare des réponses aux différentes exceptions qui peuvent avoir lieu, jamais notre programme ne va crasher. Donc, on pourra continuer ici la suite sans problème. Donc, nous, on pourra ici continuer notre vie sans problème. Donc, l'idée, c'est de dire, on va essayer de faire cela. Donc, on va essayer de draguer la fille en question. Mais si on a un problème de ce type-là, alors on va préparer telle réponse. Si on a un problème de cet autre type, également, on va préparer une réponse. Si on a un problème de ce type, on prépare une réponse et vous l'aurez compris, si on a un problème de cet autre type, on va préparer également une réponse. Ce qui va faire que si elle vous dit « j'ai déjà un copain », vous pouvez lui dire « il peut venir à notre rencard, simplement qu'il ne fasse pas trop de bruit. Ça ne me gêne pas. » Bref, le plus important, vu que vous avez réponse à tout, jamais votre programme ne va crasher. En Python, pour dire « on va essayer de faire ceci », on va utiliser « try » pour dire « essayer ». Maintenant, pour dire « si on a un problème de ce type », on met « except ». Si on a un problème de cet autre type, on met « except » et ainsi de suite. Donc, en fonction des différents types d'exceptions, vous allez les gérer avec des excepts. Et puis, le programme ne sera jamais interrompu. Dès qu'on a l'une des exceptions, on gère ceci et puis on continue la suite. Voyons cela en pratique. Je vais revenir avec ma variable A. Je vais l'appeler numérateur. Je vais mettre 4 et puis une variable dénominateur à laquelle je vais mettre 3 comme valeur. Là, je vais afficher 4 divisé par 3. Donc, numérateur divisé par dénominateur. On peut diviser 4 par 3, donc on n'a pas de problème. Mais si je mets ici une chaîne de caractères, tout à l'heure, on avait vu qu'on pouvait avoir une exception de type type error, comme vous pouvez ici le voir. Donc moi, ce que je vais faire, je vais dire, on va essayer d'exécuter ce code-là, mais si on a une exception de type type error, alors là, je vais afficher un message pour dire les types ne sont pas compatibles. Et puis après, si on avait la suite de notre programme, et puis après, si on avait la suite de notre programme, donc on aurait pu avoir une boucle for, faire d'autres choses, vous allez voir que la suite sera exécutée sans problème. Donc c'est comme ce que je viens d'expliquer tantôt. On va essayer de draguer la fille en question. Si elle nous dit qu'elle a déjà un copain, on donne la réponse appropriée. Donc on ne sera pas bloqué et puis la suite sera exécutée. CTRL B, vous voyez, le problème a eu lieu, l'exception a été levée. Donc en jargon informatique, c'est comme ça qu'on s'exprime. On va dire que en exécutant ce code-là, une exception de type type error a été levée. Nous, on a géré cette exception, on l'a capturée, on l'a gérée. Et puis en réponse, on a affiché un message, les types ne sont pas compatibles. Donc l'exception a eu lieu, automatiquement on vient ici, on gère l'exception. Notre programme n'a pas été arrêté, donc on peut continuer avec la suite. Donc si ici j'avais un print de Toto, cette ligne allait lever l'exception parce qu'on ne peut pas diviser un entier par une chaîne de caractères. Dès qu'une exception a lieu,
automatiquement on vient à ce niveau et puis on gère l'exception et on continue. Donc vous allez voir, Toto ne sera pas affiché parce que l'exception a eu lieu automatiquement, on est venu ici. Mais si Toto était affiché bien avant, on va afficher Toto, l'exception a lieu, on vient directement ici, on affiche ceci et puis on fait la suite. Et dans ce cas-là, Toto a affiché. J'espère que c'est clair jusqu'à présent. Comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué. Là, on va enlever Toto et puis on va mettre maintenant 0. Donc vous allez voir, on aura un problème. Qu'est-ce qui se passe? On a une exception de type 0 division error qui a été levée. Ici, on a tenté de diviser 4 par 0, mais nous, on a géré uniquement les exceptions de type type error. Vu qu'on n'a pas géré l'exception de type 0 division error, Python ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, donc le programme crash, et puis on ne peut pas exécuter la suite. Donc de la même manière, on peut gérer différentes exceptions. Cette fois-ci, je vais gérer l'exception de type 0 division error. Et je dis, si elle se produit, on va afficher division par 0 illégale. Je vais mettre des points pour avoir des phrases valides. Donc là, maintenant, on gère que ce soit les exceptions de type type error ou 0 division error. On refait CTRL B. Et là, j'ai un problème. Désolé, j'ai oublié de mettre le i. Parfait. L'exception a lieu. Automatiquement, on vient ici. Et puis, division par 0 illégale est affichée. Donc, voyez les exceptions. Comme également lorsqu'on a un if, elif, elif, et ainsi de suite. Dès qu'une condition est vraie, on va exécuter le bloc qui se trouve au niveau de cette condition. On ne va pas exécuter ici d'autres blocs. Donc, si l'exception qui est levée ici, c'est une exception de type type error, juste ce bloc sera exécuté. Si l'exception qui est levée, c'est une exception de type 0 division error, juste ce bloc sera exécuté. Là, je vais ici oublier de définir numérateur. On aura une autre exception, cette fois-ci de type name error, vu que le numérateur n'est pas défini. Je peux venir là et dire, si on a une exception de type name error, alors là, je vais mettre ici, vérifier que vos deux variables sont définies. On réexécute et voici le message. Ce qui est maintenant intéressant avec Python, vous avez la possibilité de dire, quelle que soit l'exception qui a lieu, je veux toujours afficher ce message-là. Donc, imaginons que là, ça pouvait lever plusieurs exceptions, comme on vient de le voir. Dans ce cas-là, ce sera une exception de type name error. On dit quel que soit le type d'exception. Donc là, vous avez vu, on n'a pas précisé de type. Donc, quelle que soit l'exception, on va afficher erreur. CTRL B et vous voyez erreur. Si les deux variables étaient définies, mais on ne pouvait pas faire la division, ici c'est 0 division error, quelle que soit l'exception, on affiche erreur. Si ici c'est un problème de type, quelle que soit l'exception, on affiche erreur. Donc, vous pouvez dire, quelle que soit l'exception, on affiche erreur. Ou bien avant, on peut dire, mais si on a une exception de type type error, ou bien une exception de type 0 division error, là, je vais afficher erreur type ou division par 0. Prenons un exemple. Donc là, voici comment on peut gérer plusieurs exceptions à la fois. Si vous laissez ce code tel quel, on aura une erreur parce qu'il faut entourer ceci de parenthèses. Donc, si vous avez plusieurs exceptions pour lesquelles on veut faire la même chose, on entoure les exceptions, on entoure notre liste d'exceptions de parenthèses. Et là, qu'est-ce que ça permet de dire? On essaie de faire la division. Si on a une exception de ce type ou bien de ce type, on fait ceci. Pour toutes les autres exceptions, on fait cela. Donc là, on aura une exception de type type error. On ne peut pas diviser un entier par une chaîne de caractères. Donc ça sera affiché. Et bang. Désolé, j'ai mis ici un X sans le vouloir. Et voici ici le résultat. Mais si j'avais une exception de type name error, ça ne rentre pas dans l'un de ces cas. Donc il va juste mettre erreur et bang. Mais on aurait pu dire qu'on va gérer également name error d'une manière spécifique. Là, je vais mettre ici juste name. Et vous allez voir, ce sera name qui sera utilisé. Donc, essayons de récapituler ce qu'on a vu jusqu'à présent. Lorsqu'on écrit nos programmes, plusieurs problèmes peuvent avoir lieu. On parle d'exceptions. Et dans certains cas, il sera intéressant de gérer ces exceptions afin d'éviter que notre programme s'arrête de manière brute. Pour ce faire, on peut utiliser try et puis except. C'est-à-dire, essaie de faire ceci
Si on a une exception, fait cela. Et la suite de notre programme, si on a une suite, elle pourra s'exécuter sans problème. On peut gérer toutes les exceptions en mettant simplement except, ou bien on peut gérer une exception spécifique en mettant le type de l'exception. Si on a plusieurs exceptions pour lesquelles la gestion est la même, on peut les lister et puis les gérer au niveau d'un seul bloc. Donc jusqu'à présent, on a vu comment gérer des exceptions. Mais vous allez voir en pratique, dans certains cas, vous allez vous-même vouloir lever des exceptions. Donc je me réexplique, jusqu'à présent, c'était des exceptions qui avaient été levées par Python. Mais imaginons que je demandais à l'utilisateur de me donner un nombre entre 1 et 6. Donc je vais mettre nombre utilisateur et on va demander entrer un nombre entre 1 et 6. On va se contenter d'afficher le nombre entré. Donc rappelez-vous, si on exécute ce code, je mets ici 5, rappelez-vous input retourne toujours une chaîne de caractères. Donc si je veux un entier, je vais convertir ceci en entier afin de garantir d'avoir un entier. Parce qu'avec input, même si j'ai entré ici 5, pour lui ce sera 5 sous forme de chaîne de caractères. On peut le prouver. Je vais lancer Python, je vais mettre un petit input, je vais mettre entrée, un nombre. Et si je mets 6, on peut voir qu'on a 6 sous forme de chaîne de caractères. Donc ce que je vais faire, c'est toujours le convertir en entier et puis on affiche notre nombre. On revient là, je mets 4 et bien ça marche. Maintenant, imaginons que l'utilisateur, il n'entre pas un nombre entre 1 et 6, il met 9. Pour l'instant, ça marche parce que même si on demande un nombre entre 1 et 6, on ne fait pas de vérification. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est quoi? On peut dire, si le nombre de l'utilisateur n'est pas compris entre 1 et 6, donc je vais mettre nombre utilisateur 1 et 6, donc ceci, c'est ma police qui permet de le faire, mais en réalité, c'est le signe inférieur suivi de l'égalité. Mais ma police permet de l'afficher de cette manière-là. On parle de ligature. De la même manière, lorsque je fais différent, juste pour vous le montrer, différent, c'est de la coller, ma police met différent de cette manière. Donc moi, je dis, si le nombre est compris entre 1 et 6, alors là, on affiche le nombre. Dans le cas contraire, nous, on veut lever une exception de type value error afin de dire que la valeur est invalide. Elle n'est pas entre 1 et 6. Donc, pour l'instant, si on vient là, on a un petit problème parce que je dois mettre au moins quelque chose. Je vais dire passe. Comme ça, Python ne va pas se plaindre. Je mets un nombre entre 1 et 6, 3. Vous voyez que le nombre est affiché. Mais si je mets un nombre qui n'est pas entre 1 et 6, on vient alors ici et pour l'instant, on ne fait rien. Donc, pour lever une exception, manuellement, on fait ici raise, c'est-à-dire lever. On va lever une exception. On veut lever une exception de quel type? On veut lever une exception de type value error. Et il faut rajouter des parenthèses. Parce que les exceptions ne sont rien d'autre que des classes. Donc, on crée un objet de cette classe-là, de cette classe d'exception. Donc, je me répète, on met raise pour dire lever. On met le type d'exception et on rajoute des parenthèses. Donc là, vous allez voir maintenant, si je mets une valeur entre 1 et 6, on n'aura pas de problème. Mais si je mets une valeur qui n'est pas comprise entre 1 et 6, une exception est levée. Et vous voyez, c'est une exception de quel type? Value error. Mais pour l'instant, cette exception n'a pas de message. Si vous voulez préciser le message, il faut le mettre ici. Message de mon exception. Donc je reviens là, je mets 9, et puis vous voyez, on a le type d'exception et puis le message. Donc moi, le message, je vais dire que le nombre doit être compris entre 1 et 6. On réexécute. Je mets 2, ça marche. Je mets 10. On a une exception de type value error qui est levée avec ce message. Donc, vous avez la possibilité de réutiliser les types d'exceptions présents au niveau de Python. On a vu value error si la valeur n'est pas valide. On a vu type error si on a un problème de type. Il y a également name error si l'élément n'est pas défini, mais il y a plein d'autres classes d'exceptions au niveau de Python. Index error, key error, pour ne citer que ces éléments. Vous avez vu également file not found error. Pour ce genre de cas-là, généralement, ce que les développeurs Python vont faire, c'est quoi? Je vais l'écrire et puis vous l'expliquer. On va copier ceci
et puis l'enlever. Donc là, j'utilise l'instruction assert. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de assert, comment est-ce que ça fonctionne? Assert, c'est un détecteur de mensonges. Si vous donnez quelque chose qui est vrai, il ne va pas ici se plaindre. Mais dès que vous donnez quelque chose qui est faux, il se plaint. Donc si vous venez puis vous lui dites que 1 est supérieur à 3, il va vous dire mensonge et il se plaint. Mais regardez, qu'est-ce que ça fait? Ça lève une exception de type assertion error. Et vous avez la possibilité de passer un message ici, de cette manière-là. Et c'est le message qui sera affiché si l'exception est levée. On voit ici message. Donc si vous lui donnez quelque chose qui est vrai, aucune exception ne sera levée. Par exemple, 4 est supérieur à 3. Mais si vous lui donnez quelque chose qui est faux, une exception sera levée avec le message que vous avez passé. Donc moi, ce que je dis, c'est quoi? On va vérifier est-ce que le nombre est compris entre 1 et 6. Si c'est vrai, pas de problème, on affiche le nombre. Si c'est faux, une exception de type assertion error sera levée avec ce message. Donc c'est la même chose que le code précédent, simplement qu'en lieu et place de lever une exception de type value error, on lève maintenant une exception de type assertion error. Et bien, donc vous allez voir généralement assert au niveau de certains codes Python. Et rappelez-vous, dès que l'exception a lieu, si elle n'est pas gérée, automatiquement le programme va s'arrêter. Donc le nombre ne sera pas affiché parce que ceci va lever une exception qu'on n'a pas gérée avec un try except. Voyons à présent comment créer nos propres classes d'exception. C'est bien beau d'utiliser des classes d'exception natives, mais dans certains cas, on va vouloir créer nos propres classes d'exception. Imaginons que je demande à l'utilisateur d'entrer une date. Donc, je vais mettre ici « Entrer une date ». Et puis, le format, je vais dire c'est l'année, suivi ici, ou bien on va dire c'est le jour, suivi ici du mois, suivi de l'année. Et puis après, tout ce que je vais faire, c'est afficher la date. Donc, on exécute ce code. Je mets la date 10 mars 2019 et vous voyez, la date est affichée. Maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est quoi? En me basant sur cette date-là, je veux récupérer le jour, le mois et l'année. Donc, si vous avez une chaîne de caractères qui contient ce mishwishi-là, on peut dire que on va exploser notre chaîne de caractères en utilisant le tiret. Donc, il va utiliser le tiret comme séparateur et exploser notre chaîne de caractères au niveau d'une liste. Donc, le premier élément, ce sera le jour, le deuxième élément, le mois, le troisième élément, ce sera l'année. Et si on met ceci au niveau d'une variable partie, ce sera une liste qui a ces trois éléments. Je peux demander l'élément en position 0, l'élément en position 1 et puis l'élément en position 2. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer une variable partie. Je vais prendre la date et l'exploser avec le tiret. Donc, le jour, je vais mettre ici jour. Le jour, ce sera tout simplement quoi? On peut utiliser les f-string. Et puis là, je vais mettre partie 0. Je vais dupliquer le mois, partie 1, et puis l'année, partie 2. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu les f-string, comment est-ce que ça marche? Imaginons que j'ai une variable name avec honoré, et puis une variable âge 12. Normalement, je peux utiliser print et dire que on aura quelque chose à ce niveau, a comme âge, et puis on mettrait également l'âge. Et normalement, on utilise généralement format. C'est-à-dire qu'on va formater cette chaîne de caractères et on va remplacer la première paire d'accolades par le nom et puis la deuxième paire d'accolades par l'âge. Donc au niveau de nom, on a honoré, donc il va mettre honoré ici. Au niveau de âge, on a 12, donc il va mettre 12 ici. Donc on aura honoré à comme âge 12 ans. Maintenant, dans les récentes versions de Python, en lieu de place de vous fatiguer à faire tout ceci, vous pouvez mettre un F au début, c'est ce qu'on appelle des F-strings. Et puis vous allez dire, ici on aura le nom, on va mettre A comme âge, et ici on aura l'âge. Donc ça vous évite à avoir utilisé format. Directement il va remplacer ceci par le nom et ceci par l'âge. Donc c'est très important de mettre le F ici au début. Si vous ne le mettez pas, il va penser que c'est une chaîne de caractères simplement. Mais le F permet de faire l'interpolation. Ça permet de remplacer les éléments par leur valeur. On peut utiliser les simple quotes ou bien les double quotes. Ça va marcher de la même manière. Donc moi, je vais afficher jour, suivi ici du jour, mois suivi du mois, année suivi de l'année.
Donc on revient là, on va tenter de réexécuter notre code. Je mets 10 mars 1992. Vous voyez le jour, le mois et l'année. On a même la possibilité de dire que on va avoir le jour, le mois et puis l'année. Donc lorsque vous allez faire le split, on a vu tantôt, on va avoir par exemple 10, 03 et puis 1992. Il prendra le premier élément, il va le mettre ici. Le deuxième, il le met ici. Le troisième, il le met là. Donc en lieu de place d'avoir à faire ceci, on peut directement avoir nos trois variables en une seule ligne. Et là, je pourrais remplacer par des variables plus intéressantes en mettant jour, mois et puis année. On va retester 10, 02 ou bien 03, 2020 et bang, ça marche. Maintenant, revenons à nos exceptions. Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur n'entre pas une date dans le bon format? Donc, si l'utilisateur s'amuse à mettre du charabia. Donc, on ne pourra pas avoir le jour, le mois et l'année. Et vous voyez, l'exception est de type value error. Donc, moi, je peux dire, on va essayer d'exploser notre chaîne de caractères et puis afficher les éléments. Mais si on a une exception de type value error, alors là, on peut afficher un message en disant format de la date invalide. Vous allez voir maintenant, on met du charabia, notre programme n'est plus arrêté. Donc si on avait une suite, la suite sera exécutée parce qu'on a géré l'exception qui pouvait avoir lieu. Mais si on mettait une date au format valide, tout se passe bien et on exécute également la suite de notre programme. Essayons à présent de mettre ceci au niveau d'une fonction qu'on va appeler demander date. Et on va dire que cette fonction, elle va demander une date à l'utilisateur, essayer d'afficher les informations. Dans le cas contraire, si une exception est levée, on va ici afficher ce message-là. Donc je vais appeler ici demander date. On exécute le code. On met du charabia. On nous dit format de la date invalide. Mais si on met quelque chose qui est bon, on a nos informations affichées. En lieu et place d'afficher les informations, imaginons qu'on souhaite retourner le jour suivi du mois suivi de l'année. Donc tout ceci au niveau d'un tuple. Donc par défaut, les parenthèses sont optionnelles au niveau des tuples. Donc il va retourner un tuple, c'est comme une liste mais qu'on ne peut pas modifier, qui contient ces trois éléments. Donc si j'appelle demander date, on va demander une date, on va faire le split, on aura le jour, le mois, l'année, et puis on retourne ceci au niveau d'un tuple. Je vais tenter ici de créer une variable résultat, et puis on va afficher ce qui est retourné. On revient au niveau du navigateur, on exécute, je mets une date qui est valide, il va donc faire le split et puis retourner un tuple où on a le jour, le mois, l'année. Mais qu'est-ce qui se passe si on met quelque chose qui n'est pas valide? Vous voyez, on nous affiche format de la date invalide et puis none. Donc, au niveau d'une fonction, si vous ne retournez rien, par défaut, la fonction va retourner none. Donc là, il a essayé de faire le split. Une exception a été levée de type value error. On a affiché ce message. Rien n'a été retourné. Donc, c'est comme si la fonction a retourné none. Et puis, ceci a affiché none. Donc là, peut-être c'est ce que vous voulez. Vous allez dire si le résultat est none, alors je veux faire quelque chose, c'est-à-dire que la date n'était pas valide. Dans le cas contraire, je sais que le résultat, on aura le jour, le mois et puis l'année. On va enlever ceci et puis temporairement, je vais commenter le code et je vais vous montrer comment créer votre propre classe d'exception. Imaginons que moi je souhaite lever tantôt une exception de type format date invalide exception. Donc si on veut l'écrire en anglais, ce sera par exemple date format invalide exception. Bien évidemment, pour l'instant, on aura une erreur parce que ceci n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose qui est présent au niveau de Python. Donc, je vais créer une classe que je vais appeler dateFormat invalide exception. Mais vous allez voir, ça ne va toujours pas marcher. Okay? C'est parce que toutes les exceptions doivent hériter d'une classe de base qui a pour nom exception. Donc, si vous voulez avoir une classe que vous pouvez utiliser au niveau des exceptions afin de lever une exception, il faut que cette classe hérite de exception. Je relance l'exécution
Et vous voyez maintenant, notre exception a été levée. Donc on récapitule. Si je veux créer ma propre classe d'exception, je crée simplement une classe, mais cette classe doit hériter de exception et je pourrais l'utiliser. On pourra même passer un message et tout va marcher sans problème. Donc au niveau de exception, il y a déjà un constructeur qui prend ici différents éléments, donc tout va marcher. Vous voyez, une exception a été levée de type dateFormatInvalideException. Et puis on a ici le message qu'on a eu à passer. Si je mets message cool, on aura ici message cool. Donc si on revient à nos moutons, moi ce que je veux faire c'est quoi? Je vais prendre ici dateFormatException, juste dans ceci, et puis je vais le mettre en haut. Donc on a notre propre classe d'exception. Ce que je vais dire c'est, on demande la date, on va essayer de faire le split. Si on réussit, on retourne le jour, le mois, l'année. Mais si une exception est levée, en lieu place d'afficher ce message-là, je vais lever ma propre exception de type dateFormatException. Et puis le message, ce sera format de la date invalide. Donc je n'affiche pas quelque chose, je lève une exception de type dateFormatException. Maintenant, regardez ce qui va se passer si j'appelle cette fonction. Soit elle me retourne des valeurs, soit elle lève une exception de type dateFormatException. Donc je peux dire, je vais essayer de faire ceci. Si tout s'est bien passé, j'aurai mon résultat. Et puis, je peux afficher ce résultat-là. Mais si on a eu une exception de type dateFormatException, alors dans ce cas-là, je vais tout simplement afficher format invalide. Donc je me répète, on demande une date, on va demander la date, on va essayer de faire le split et puis retourner le jour, le mois, l'année. Mais si on n'a pas pu faire le split, une exception de type valueError sera levée. Nous on gère ceci en levant notre propre exception. Donc nous, notre fonction peut lever maintenant cette exception. Si on l'appelle et puis elle lève cette exception, on affiche format invalide. Sinon, si tout s'est bien passé, on affiche ceci, donc le résultat qui a été retourné. Je vais relancer l'exécution. Je vais mettre quelque chose de bon, donc 20 10e mois 2019. Voyez, notre résultat est retourné. Mais si à ce niveau-là, je mets du n'importe quoi, une exception sera levée de type dateFormatException et nous on l'a géré en mettant cela. Donc si je n'avais pas géré l'exception, juste pour vous le montrer, si on relance l'exécution, on voit qu'une exception a été levée de type dateFormatException. Et puis voici ceci qu'on a réussi à capturer de notre côté. Maintenant, en lieu place de mettre ce message-là, lorsque vous créez votre exception, lorsque vous levez votre exception avec le message, vous pouvez ici récupérer ceci de cette manière-là. C'est-à-dire que si on a une exception de ce type, je vais récupérer ce qui a été passé et puis je vais le mettre au niveau de E et on pourra afficher cela. Donc en lieu et place de me fatiguer à afficher un autre message, si une exception de ce type est levée avec ce message, on va récupérer le message et puis on l'affiche directement. Je vais relancer l'exécution. Oups, on met du n'importe quoi et puis format de la date invalide. Maintenant, si j'avais mis un autre message avec des points de suspension, automatiquement, c'est ce message-là qui sera affiché. Cela revient donc à dire, tantôt, lorsqu'on avait numérateur qui avait comme valeur 4 et puis dénominateur qui avait comme valeur ici 0 et on a tenté de faire numérateur divisé par dénominateur, on aura une exception qui est levée de type 0 division error. On pouvait dire on va essayer de faire ceci. Et si on a une exception de type 0 division error, donc c'est except, désolé, on veut récupérer ce message là, donc je peux mettre as e et puis on va afficher uniquement le message. CTRL B, uniquement le message est affiché. Donc normalement, si vous avez compris ceci, cela fera l'affaire pour vos programmes Python qui vont gérer les exceptions. Mais avant de terminer, pour ceux qui souhaitent avoir des trucs avancés, je vais vous montrer 3 éléments également très intéressants avec les exceptions que vous allez probablement utiliser. On va imaginer que je souhaite ouvrir un fichier toto.txt ou bien on va mettre un fichier qui n'existe pas. Je vais mettre introuvable.txt. On aura une exception nous disant que ce fichier n'a pas été trouvé de type file not found error. Donc je peux dire on va essayer de faire ceci. Si on a une exception de type file not found error, on va afficher le message fichier introuvable. Donc là, on aura maintenant fichier introuvable. Mais très souvent, ce qu'on veut, ce n'est pas juste afficher un message. On veut lever la même exception, mais avec un message différent. Donc si on essaie d'ouvrir le fichier,
vu qu'il n'existe pas, une exception de ce type sera levée. On va la capturer ici, mais nous, on va lever une autre exception de ce même type, mais avec un message différent. Donc, vous allez voir, une exception sera levée à ce niveau-là, mais avec un message qui est différent. Mais si vous lisez clairement ce qui a été indiqué, on nous dit que en gérant cette exception, une autre exception a eu lieu. Donc, en essayant de gérer cette exception, une autre exception a été levée. Donc, des fois, vous n'allez pas vouloir qu'on ait connaissance de l'autre exception qui a eu lieu. Pour ce faire, vous allez rajouter simplement from none. C'est-à-dire que on va ici balayer l'ancienne exception. Et vous allez voir, lorsqu'on relance le code, juste notre exception sera levée. On ne va plus avoir connaissance de l'autre exception. Donc, c'est pourquoi je vous disais, c'est un peu avancé, mais ça nous permet ici de balayer l'autre exception initiale. Autre chose que vous allez voir également, vous allez voir d'autres personnes qui vont juste afficher un message. Donc, on va afficher par exemple fichier introuvable. Et là, on lève de nouveau une exception de type file not found error. Donc, je fais CTRL B. Qu'est-ce que vous voyez? On essayait de gérer cette exception ici. On a affiché ce message-là et puis on a levé une autre exception qui est présente à ce niveau tout juste en bas. Donc, si l'exception que vous levez, c'est la même exception que vous êtes en train de gérer, vous pouvez simplement lever ceci. Et en mettant raise, ça veut dire je veux lever l'exception que je suis en train de gérer, l'exception précédente en grosso modo. Donc, il va afficher ce message-là, mais il va lever ici la même exception. Donc, on fait CTRL B. Et qu'est-ce que vous voyez? On n'a pas une deuxième exception qui a été levée. C'est la même exception en question, simplement que notre message a été affiché en haut. Donc, comme je le disais, c'est un peu plus avancé. Donc, si vous êtes un peu avancé en Python, vous allez trouver ces deux astuces-là intéressantes. La dernière chose, c'est en rapport maintenant avec try except. On a vu qu'on pouvait gérer plusieurs exceptions en mettant un try. On met ce qu'on veut faire qui peut lever des exceptions. Si on veut gérer toutes les exceptions, on met simplement except. Mais si on a plusieurs types, on peut mettre les types. Name error, zero division error, je vais l'écrire juste pour le fun. Si on veut gérer plusieurs types d'exceptions à la fois, on peut les mettre type error, value error, et on n'oublie pas de mettre des parenthèses. On peut récupérer le message en mettant ASE et puis on fait quelque chose avec ceci, ou bien ici ASE et puis on récupère également le message. Donc ce sera soit le message de ceci, soit le message de cela, en fonction de l'exception qui a eu lieu. Mais vous avez la possibilité d'utiliser également finally. Donc on a vu que lorsqu'une exception a lieu, automatiquement, en fonction de l'exception qui a lieu, on la gère. Et puis après, si on a la suite de notre programme, on peut afficher, on peut exécuter cette suite. Mais finally, qu'il y a eu exception ou pas, ceci sera toujours exécuté. Donc prenons un exemple, je vais déclarer A qui a comme valeur 5, B qui a comme valeur 3, et puis on va afficher A divisé par B. Là, je vais afficher simplement ici les messages qui proviennent de l'exception elle-même. Donc, je vais mettre ASE un peu partout avec des print E. Ici également ASE et puis des print ici E. Et là, on va mettre un print. Le message, ce sera « Je suis toujours exécuté ». Donc, regardez ce qui va se passer. Comme je le disais, finally est toujours exécuté, qu'il y a eu exception ou pas. Donc là, il n'y aura pas exception. On va faire 5 divisé par 3, ça va être affiché. Finally sera toujours exécuté et puis suite sera exécuté. Donc, vous voyez, 1 divisé par 3, ça fait ceci. Finally est toujours exécuté et puis voici ici la suite. Si je faisais maintenant la division par 0, une exception de type 0 division error sera levée. On va afficher division par 0 parce que le message ce sera division par 0. Finally est toujours exécuté, donc après on verra je suis toujours exécuté et on continue avec la suite. Donc, vous voyez, division par 0 parce que c'est le message de ceci. Je suis toujours exécuté et puis on continue la suite. Donc, finally est intéressant si vous souhaitez par exemple faire quelque chose qu'il y a eu exception ou pas. Donc, par exemple, libérer des ressources que vous avez ouvertes, ainsi de suite. Donc, si vous ouvrez un fichier, vous faites des traitements et pendant ces traitements-là, il peut y avoir des exceptions. Vous pouvez dire que qu'il y a eu exception ou non. On va fermer ici le fichier avant de continuer afin de libérer cette ressource. Et pour terminer, vous avez else. Et else est exécuté uniquement s'il n'y a pas eu d'exception. Donc, s'il n'y a pas eu d'exception. Donc là, je parle comme un bébé de 3 ans. Donc, else est exécuté uniquement si aucune exception n'a été levée. Donc, ici, une exception sera levée de type 0 division error. Donc, else ne sera pas exécuté. Donc, vous voyez que else n'est pas exécuté. Oups.
ici, une exception de type type_error sera levée. Donc, else ne sera pas exécutée. Mais si aucune exception n'est levée, else est alors exécutée. Donc, c'est rare que vous allez utiliser else, mais si vous voulez faire quelque chose, si aucune exception n'a été levée, vous pouvez ici mettre ceci au niveau de else. Donc, avant de passer à autre chose, j'aimerais apporter quelques clarifications en rapport avec l'utilité de else et de finally. Donc, on avait dit que ce qu'on mettait au niveau de finally sera toujours exécuté, qu'il y a eu exception ou non. Donc, ceci est toujours exécuté. Alors que ce qu'on a mis au niveau de else sera exécuté uniquement si aucune exception n'a été levée au niveau de notre bloc try. Donc, j'imagine que certains d'entre vous se sont posé la question suivante. Pourquoi on a besoin de finally? Si j'ai besoin d'exécuter quelque chose, qu'il y a eu exception ou non, donc si je veux que quelque chose soit toujours exécuté, je peux mettre ceci directement à ce niveau, sans le finally. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ici, on aura une exception de type type_error. On va gérer l'exception, ceci sera exécuté et la suite. Donc, vous allez voir l'exception, ceci sera exécuté et la suite. De la même manière, si on n'a pas eu d'exception, on va afficher le résultat de la division. Ceci sera toujours exécuté et la suite. Donc, pourquoi on a donc besoin ici de finally? Vous voyez que else est également exécuté parce qu'aucune exception n'a été levée, donc le else a été exécuté. D'abord, on va enlever le else. On reviendra là-dessus dans quelques instants, mais on va s'intéresser à notre finally. Ce que je vais faire, c'est mettre ce code au niveau d'une fonction. Donc, je vais créer une petite fonction que je vais appeler test qui va contenir tout ce code-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est appeler cette fonction test. Et normalement, on n'aura pas d'exception, ceci sera exécuté et après la suite. Donc, pas d'exception, ceci est exécuté et la suite. De la même manière, si on avait une exception, on aura le message de l'exception, ceci sera exécuté et la suite. CTRL B et bang. Mais au niveau d'une fonction, on peut retourner quelque chose. Donc, je peux par exemple mettre un return. Et si vous vous rappelez, lorsqu'on a un return, tout ce qui vient après n'est pas exécuté. Donc, si j'avais un print de Toto, même si on pouvait faire la division, à aucun moment le print Toto ne sera affiché. Il va faire 5 divisé par 3, il retourne le résultat, et puis le résultat sera retourné que je pouvais stocker au niveau d'une variable résultat et faire la suite. Donc là, on fait CTRL B, vous voyez, la suite est là, on a stocké le résultat à ce niveau, et si je fais un print de résultat, normalement, on peut faire 5 divisé par 2, ça va faire 2.5, et puis 2.5 est affiché. Mais vous voyez qu'à aucun moment Toto n'est affiché parce que dès qu'on voit le return, la suite n'est pas exécutée. Ce qui va faire que malheureusement, ceci ne sera pas exécuté parce que le return va faire qu'on va s'arrêter. Mais mettons maintenant ici le finally et puis on va mettre le print. On réexécute le code et qu'est-ce que vous voyez? Ceci est toujours exécuté. Donc avant de retourner la valeur, il a exécuté le bloc finally. Donc quand je vous dis que ce qu'on met au niveau de finally est toujours exécuté, même si vous avez un return au niveau du bloc try, si vous mettez quelque chose au niveau de finally, vous aurez l'assurance que ceci sera toujours exécuté. Revenons à ce qu'on avait précédemment, sans la fonction. Et puis on avait également cette fois-ci le else. Donc je vais mettre le else à ce niveau. Et puis je vais mettre s'il n'y a pas eu d'exception. Donc là, on va remplacer le return par un print parce qu'on n'est plus à l'intérieur d'une fonction. Ici, il n'y aura pas d'exception. Donc le else sera exécuté et la suite. Mais si on avait une exception qui était levée, dans ce cas-là, le else ne sera pas exécuté. Alors que si on n'avait pas utilisé le else, ceci sera exécuté si on a eu une exception ou pas. Ok? Donc ici, on a eu une exception, ceci est géré, on l'exécute. Là, on n'a pas d'exception, ceci est affiché et on l'exécute. Donc clairement, si vous voulez que quelque chose soit exécuté, uniquement s'il n'y a pas eu d'exception, vous allez le mettre au niveau de else. Et si vous voulez que quelque chose soit toujours exécuté, vous allez le mettre au niveau de finally. Et on a vu qu'avec finally, même si vous êtes au niveau d'une fonction et vous faites un return, finally sera toujours exécuté. J'espère maintenant que c'est beaucoup plus clair et qu'il n'y a aucune ambiguïté sur l'utilité de else ou finally. Dernière chose également, si vous avez un else et puis finally, le else doit venir avant le finally. Donc je ne peux pas mettre mon else après mon finally. Vous aurez une erreur à ce niveau-là, erreur de syntaxe. Donc le else doit venir avant le finally. Dernière chose avant de terminer, on avait vu comment créer notre propre classe d'exception. Il fallait créer une classe qui héritait
de la classe exception qui venait au niveau de Python. Et normalement, on pouvait lever maintenant des exceptions de ce type-là avec le message approprié. Donc je fais CTRL B et bang, notre exception est levée avec ce message. Ce que vous devez savoir, c'est que le constructeur de cette classe de base exception accepte un nombre indéfini, un nombre illimité d'arguments. Donc je peux passer autant d'éléments que je le souhaite. Et tout ceci sera passé sans problème. Et vous voyez, sous forme de chaîne de caractères, il va prendre tous nos éléments qu'il va afficher de cette manière-là. Donc on n'est pas obligé de passer uniquement le message. Après, vous pouvez customiser cela, si vous connaissez l'orienté objet, en disant que votre constructeur accepte uniquement un message et puis un code. Donc là, maintenant, nous, on dit qu'on a deux arguments, le message et le code. Maintenant, ça ne va plus marcher. Je vais mettre d'abord ceci avec le pass. Parce que nous, on a passé combien? 1, 2, 3, 4. Python a passé le self, ça fait 5. Alors que lui, ça attend uniquement à recevoir ici le self, le message et puis le code. Si vous ne connaissez pas l'orienté objet, je vous invite à regarder ma formation sur la programmation orientée objet en Python. Je mettrai un lien en description. Mais ici, je vais passer maintenant le message et puis le code. Par exemple, au niveau du protocole HTTP, on a 404 comme statut code pour dire que la page n'a pas été trouvée. Donc, not found sera passé au niveau du message et 404 au niveau du code. Je peux donc l'affecter à un attribut message et puis ceci à un attribut code. Et on n'aura plus de problème. Vous voyez, l'exception est levée avec ces deux éléments. Maintenant, je peux dire, on va essayer de faire ceci. Mais si on a une exception de type HTTP exception, on va récupérer notre exception et puis afficher le message. Par défaut, il prend tous vos éléments sous forme de cette manière-là. Et puis, il crée une chaîne de caractères où vous avez, vous avez ceci. Je vais juste le copier. Donc, lorsque vous demandez votre message, il vous retourne une chaîne de caractères de cette manière. Mais vous pouvez changer ceci en définissant votre propre méthode str ou bien REPR. Et là, moi, je vais dire que si on demande notre exception sous forme de chaîne de caractères, ce sera Toto. Et vous allez voir ici, ce sera Toto. Mais j'aurais pu faire quelque chose de plus avancé en disant on va mettre le message. Donc, je vais mettre self.message. Je vais mettre plein de tirets suivi ensuite de self.code. J'utilise encore les f-strings. Donc là, vous allez voir, il va mettre maintenant le message suivi de tirets suivi du code. C'est généralement une bonne pratique d'appeler le constructeur de la classe de base. Donc de la classe exception dans ce cas-là, en passant le message et le code. Donc en passant les arguments que vous recevez. Ceci va marcher de la même manière. Sachez également que les classes d'exception n'ont rien de spécial comparé aux classes classiques que vous connaissez. Donc, j'aurais pu créer une classe qu'on va appeler NotFoundException et puis on va dire que cette classe va hériter de HTTP exception. Pour simplifier les choses, on va enlever ceci, on va mettre pass, on va hériter de HTTP exception et si on avait des customisations, on allait les faire. De la même manière, on aura une autre classe d'exception, Access Denied Exception. Donc, j'aurais pu redéfinir un peu les constructeurs afin de faire en sorte que ici, le statut code soit 403, là 404, et ainsi de suite, mais on va faire simple. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Nos deux classes d'exception héritent de HTTP exception. Je pourrais de la même manière lever une exception de type Access Deny Exception. Je ne vais rien passer pour l'instant. Et on va capturer cette exception-là. Et vous allez voir, bang, voici ceci. Là, on va mettre un message Access Denied et tout marche. Ce que vous pouvez faire maintenant, vu qu'il y a une relation d'héritage, on peut capturer n'importe quelle exception de type HTTP exception. Donc, si au niveau du bloc try, une exception de type Access Deny Exception, Not Found Exception ou même HTTP exception est levée, vu qu'on essaie de capturer n'importe quelle exception de type HTTP exception, et ce sont toutes des exceptions de type HTTP exception, ceci va marcher. On fait CTRL B, bang. Donc, j'aurais pu lever une exception de ce type, ceci va marcher également. Donc, dans ces cas-là, l'ordre est maintenant un peu important. Si vous mettez ceci de cette manière-là, et puis on met après Not Found Exception, je vous ai dit dès qu'il rentre au niveau d'un bloc except, le reste n'est pas exécuté. Donc, mettons ici Toto, là on va mettre Tata. Donc là, on a levé une exception de type Not Found Exception. Il va vérifier est-ce que c'est une exception de type HTTP exception.
lui, vu qu'on hérite de HTTP-exception. Donc, il va afficher Tata, mais ceci ne sera pas affiché. Uniquement Tata. Donc, si on voulait faire quelque chose spécifiquement pour not found exception, il fallait le mettre avant HTTP-exception. Et voilà le résultat. Afin de m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, ici, on peut utiliser le raise avec not found exception parce qu'on hérite de HTTP-exception qui hérite de exception. Donc, en réalité, not found exception hérite également de ceci, de manière indirecte, raison pour laquelle on peut faire le raise. Mais si HTTP exception n'héritait pas de exception, là, ça n'allait pas marcher. Donc là, on peut voir déjà qu'on nous dit que le constructeur de not found exception ne prend aucun argument. Ici, parce qu'on héritait de exception, on avait vu qu'il avait un constructeur qui prenait autant d'arguments qu'on le souhaitait. Et là, on héritait du constructeur de celui-là, qui héritait du constructeur de celui-là. Donc, on avait accès au constructeur qui prenait un nombre illimité d'arguments. Donc, c'est très important qu'au moins au niveau de la hiérarchie, au final, vos classes héritent de exception. Sinon, ceci ne va tout simplement pas marcher. Donc voilà, ce sera tout en ce qui concerne les exceptions en Python. On a vu plein de choses, des trucs pour débutants, des trucs avancés. Maintenant, vous êtes des pros en ce qui concerne les exceptions. Là, je suis au niveau du code source du framework web Python le plus populaire, Django. Et si vous recherchez comment est-ce qu'ils ont défini les exceptions, vous allez voir tout ce qu'on a vu, vous allez comprendre. Donc, ils ont créé leur propre classe d'exception pour plein de cas. Par exemple, là, pour les autres qui ont été désactivés. Donc là, on a une classe d'exception qui a pour nom ici opération suspicieuse. Et vu que si on désactive un autre, c'est assez intriguant, on hérite de cette classe-là, suspicious, on hérite de cette classe-là. De la même manière, on hérite ici de cette classe. Donc, vous pouvez utiliser l'héritage pour hériter ici d'une autre classe d'exception sans problème. Là, on a une classe assez particulière où ils ont redéfini ici le constructeur, ils ont rajouté du code. Bien avant, ils ont appelé le constructeur de la classe parente. Ils ont changé plein de Mitsubishi. Ils ont redéfini str et puis repr. De manière amassée, repr, c'est une représentation sous forme de chaîne de caractères adaptée aux développeurs. Et puis str, c'est une représentation sous forme de chaîne de caractères adaptée cette fois-ci aux clients. Comme je l'ai dit, je parle de ceci en détail au niveau de ma formation orientée objet en Python. Donc, sentez-vous libre de la regarder si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce sujet. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas et que vous souhaitez m'encourager, il y a plusieurs moyens pour le faire. Le moyen le plus simple, c'est de liker la vidéo et de la partager avec votre entourage. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez faire un don PayPal en utilisant le lien en description. Merci et puis on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace.